Chapitre 1. La liturgie du balai. Le balai glissait encore sur les dalles froides, traçant des sillons éphémères dans la poussière grise. Eliane comptait ses pas y penser, comme on égrène un chapelet usé. 87, 88, le rythme était une seconde peau, une armure contre le silence qui pesait sur le quai 12. Ses doigts, noueux et striés de cicatrices, serraient le manche avec une familiarité presque douloureuse. Chaque mouvement soulevait un nuage léger, particules de métal et de vide, qui retombaient en une pluie lente, comme si le cosmos lui-même exhalait son dernier souffle sur ces plaques d'acier oubliées. Il s'arrêta net au centre du quai, là où la lumière des néons mourants formait une flaque blafarde. Devant lui, le hublot rayé ouvrait une fenêtre sur l'infini. Les étoiles, innombrables et froides, semblaient le narguer de leur indifférence. Il posa une main sur la vitre, sentant le froid mordre sa paume à travers l'épaisseur de ses gants troués. Ses lèvres, gercées par l'air recyclé, murmurèrent les mots comme on jette une poignée de cendres dans le vent, que la poussière ne s'accumule pas. Une prière, une conjuration, une litanie pour éloigner l'oubli qui rôdait, plus vorace que la rouille. C'est alors que le silence se brisa. Un bip strident déchira l'air, aigu et discordant, comme un cri d'oiseau mécanique perdu dans les entrailles de la station. Eliane sauta, son cœur cognant contre ses côtes, avec une violence qui lui coupa le souffle. Ses yeux, d'un bleu délavé par les années, se tournèrent vers la source du bruit. Une console oubliée, à moitié ensevelie sous des câbles dénudés et des panneaux de contrôle couverts de poussière. L'écran, fissuré en son centre, clignotait faiblement, projetant une lueur verdâtre sur les traits burinés de son visage. Approach vessel détecté. Identification. Cargo Class Mercure Echo Lointain. Demand d'arrimage in course. Les lettres dansaient devant ses yeux, tremblantes comme des mirages. Eliane sentit ses jambes flageoler, non sous l'effet de la fatigue, mais sous le poids d'une émotion qu'il n'avait plus éprouvée depuis des lustres. L'espoir, une étincelle folle, ridicule, qui lui brûlait la poitrine. Il lâcha son balai, qui tomba sur le sol avec un claquement sourd, et se précipita vers la console. Ses bottes résonnaient sur le métal, chaque pas un écho de sa propre incrédulité. Il se pencha sur l'écran, les doigts tremblants effleurant les touches collantes de crasse. L'interface, archaïque et capricieuse, refusait répondre à ses sollicitations maladroites. Il jura entre ses dents, tapant du poing contre le boîtier pour faire taire les grésillements qui parasitaient l'affichage. « Vaisseau », murmura-t-il, comme pour s'assurer que les mots n'étaient pas une hallucination. Un vrai vaisseau. Son reflet dans l'écran, fissuré, lui renvoya l'image d'un vieillard aux yeux écarquillés, la bouche entr'ouverte sur un souffle court. Il n'osa pas cligner des paupières, de peur que tout ne disparaisse. Derrière lui, le quai 12 semblait retenir son souffle. Ses grues immobiles dressées comme des sentinelles, attendant un ordre depuis longtemps oublié. L'écran clignota une dernière fois, puis les lettres se figèrent comme saisies par le gel. Approche annulée. Route recalculée. Le message s'afficha un caractère rouge, brutaux, avant de s'effacer dans un grésillement sec. Eliane sentit son estomac se serrer, une douleur sourde qui remonta jusqu'à sa gorge. Il appuya ses paumes contre la console, les doigts crispés sur les bords métalliques, comme s'il pouvait, par la seule force de sa volonté, retenir ce qui venait de s'envoler. L'écran s'assombrit, ne laissant plus qu'un reflet terne où se devinait encore, fugace, la trace lumineuse d'un sillage, puis plus rien. Juste le vide, le même vide qu'avant, mais désormais chargé d'une amertume nouvelle. Le cargo Écho Lointain filait vers d'autres ports, d'autres quais où des mains se tendraient, où des voix résonneraient. Pas ici. Jamais ici.
Eliane un long moment immobile, les yeux rivés sur l'écran éteint, comme si le simple fait de ne pas bouger pouvait inverser le cours des choses. Son souffle formait de petits nuages blancs sur la surface froide, s'évanouissant presque aussitôt. Il finit par se redresser, les articulations craquant sous l'effort, et recula, pas chancelant. Ses bottes heurtèrent le balai abandonné, qui roula sur le sol avec un bruit mat, presque moqueur. Il se baissa pour le ramasser, les doigts engourdis par le froid et la déception. Le manche était tiède, presque vivant sous sa paume, comme s'il partageait sa peine. Il recommença à balayer. Quelque chose en lui s'était brisé. Ses gestes, autrefois précis et mesurés, étaient maintenant saccadés, maladroits. La poussière qu'il soulevait retombait en désordre, sans la grâce des sillons précédents. Il s'arrêta au milieu d'un mouvement, le balai suspendu en l'air, et fixa le sol. Là, entre deux plaques d'acier disjoint, brillait un éclat métallique, à peine plus gros qu'un ongle. Un fragment quelque chose, un rivet, peut-être, ou un morceau de coque arraché par le temps. Eliane posa un genou à terre, ignorant la douleur qui lui traversa la jambe. Ses doigts, tremblants, effleurèrent l'objet, le retournèrent. Il reconnut aussitôt la marque. Un sigle estampillé, à moitié effacé, mais encore lisible. Eithelgard Quaidose. Un vestige, un témoin. Il revit en un éclair les dockers, qui chargeaient les conteneurs, les cris des contremaîtres, le grondement des moteurs qui faisait vibrer les parois. Des voix, des rires, des pas pressés, des vies. Il referma sa main sur le débris, le serra jusqu'à ce que les bords tranchants lui mordent la paume. Une douleur nette, réelle. Il la savoura, comme une preuve qu'il existait encore. Puis lentement, il glissa dans la poche de sa combinaison, là où battait son cœur, un talisman, une relique, une raison de continuer. Le balai reprit son chemin, mais Eliane ne comptait plus ses pas. Il balayait maintenant avec une urgence nouvelle, comme si chaque grain de poussière emporté pouvait effacer le souvenir du cargo qui n'avait pas daigné s'arrêter. Les néons clignotèrent au-dessus de lui, projetant des ombres mouvantes sur les murs rouillés. Le quai 12 semblait se refermer autour de lui, plus étroit, plus silencieux qu'avant. Pourtant, dans sa poche, le débris de métal pesait comme une promesse, ou comme un adieu. Le balai glissait à nouveau sur les dalles, mais cette fois, chaque mouvement était une bataille. Eliane sentait le poids du débris dans sa poche, comme une braise contre sa cuisse. Il balayait avec une rage sourde, les épaules voûtées sous le poids d'un fardeau invisible. Le quai 12 semblait se refermer sur lui, les ombres s'allongeant entre les grues immobiles, avalant peu à peu la lumière blafarde des néons. Le silence s'était fait plus épais, plus lourd, comme si la station tout entière retenait son souffle après le passage du cargo fantôme. Un grésillement soudain déchira l'air, suivi d'une voix synthétique éraillée par les années et les parasites. Bienvenue à bord d'Eitelgard. Veuillez vous diriger vers le secteur d'accueil pour les formalités d'usage. Les mots résonnèrent dans le vide, mécanique, dénué de toute chaleur. Eliane n'éleva même pas les yeux. Ses doigts se resserrèrent autour du manche du balai, les jointures blanchissant sous l'effort. Il connaissait cette annonce par cœur, l'avait entendue des milliers de fois, toujours la même, toujours aussi inutile. Pourtant aujourd'hui elle lui sembla différente, comme un écho moqueur, une insulte à sa solitude. Il s'arrêta un instant, le balai suspendu au-dessus du sol. Ses yeux, d'un bleu délavé, se posèrent sur le hublot rayé, où les étoiles continuaient leur danse indifférente. Une larme perla au coin de sa paupière, traçant un sillon brûlant sur sa joue burinée. Il ne l'essuya pas. À quoi bon? Personne n'était là pour le voir. Personne, sauf peut-être les mémures de métal, témoins silencieux de sa déchéance. Il cligna des paupières, chassant l'humidité d'un battement de cils, et reprit son geste, plus déterminé que jamais. Le frottement du balai sur l'acier devint une mélodie obstinée, une litanie contre l'oubli.
Chaque mouvement était une affirmation. Il était encore là, il existait encore. La poussière qu'il soulevait retombait en une pluie fine, comme descendre sur un bûcher éteint. Il ne comptait plus ses pas, ne murmurait plus sa prière. Il balayait, simplement, avec une régularité de machine, comme si sa vie en dépendait. Et peut-être en dépendait-elle après tout. Les haut-parleurs grésillèrent une dernière fois, puis le silence tomba, plus lourd qu'avant. Eliane s'arrêta devant l'hublot, le souffle court, ses mains, posées sur la vitre froide, tremblaient légèrement. Il fixa une étoile lointaine, unique point fixe dans l'immensité noire, et respira profondément. L'air recyclé lui brûla les poumons, mais il ne broncha pas. Il était là, il persistait, et cela, au moins, personne ne pourrait le lui enlever. Chapitre 2. Le sépulcre des mots. Les doigts de Sora dansaient sur l'écran tactile, effleurant les caractères érodés d'un alphabet qui n'avait plus de nom. Le registre qu'elle étudiait est un palimpseste de fissures et de pixels morts, une relique d'une civilisation dont les derniers locuteurs s'étaient éteints avant même que la station ne soit abandonnée. Elle plissait les yeux, penchée si près de la surface luminescente que son souffle faisait danser les ombres des symboles. Une phrase, ou ce qui en tenait lieu, résistait à sa compréhension. Les glyphes semblaient se dérober. Comme si la langue elle-même refusait de se laisser saisir, préférant se dissoudre dans le silence plutôt que de livrer son secret. Sora murmura une syllabe, puis une autre, tentant d'imiter les intonations qu'elle avait reconstituées à partir d'enregistrements fragmentaires. Sa voix, douce et mélodieuse, se perdit dans le bourdonnement des systèmes de ventilation, comme un chant adressé à des oreilles qui n'existaient plus. Elle s'interrompit soudain, les doigts suspendus au-dessus de l'écran. Le silence des archives n'était jamais total. Même ici, dans ce sanctuaire de mots oubliés, l'IA Ethel veillait, ses haut-parleurs défectueux grésillant par intermittence, comme un souffle rauque dans l'obscurité. Un message, ou peut-être un simple parasite, crépita dans l'air. Une salve de sons inintelligibles, suivie d'un silence encore plus lourd. Sora leva les yeux vers les rayonnages qui l'entouraient, ces étagères de métal où s'entassaient des centaines de registres, chacun contenant les vestiges d'une langue, d'une culture, d'une histoire. Elle se demanda, comme souvent, si quelqu'un, quelque part, se souvenait encore de ces mots, si quelqu'un, quelque part, se souciait encore de les entendre. Un bruit sourd la fit sursauter. Des pas, et mesurés, résonnaient sur le sol de métal des archives. Elle n'eut pas besoin de se retourner pour savoir qui approchait. Il n'y avait qu'une seule personne dont la démarche était aussi lente, aussi délibérée, comme si chaque pas était une affirmation de sa propre existence. Eliane. Elle sentit son cœur battre un peu plus vite, non pas par crainte, mais par cette étrange timidité qui la saisissait toujours en sa présence. Elle se redressa, lissant machinalement les plis de son châle, comme si ce geste pouvait effacer les traces de sa concentration solitaire. Eliane s'arrêta à quelques pas d'elle, son ombre s'étirant sur les rayonnages comme une silhouette découpée dans du papier. Dans sa main, il tenait un objet qu'il déposa sans un mot sur la table à côté d'elle, le fragment de métal qu'il avait trouvé sur le quai. Sora baissa les yeux vers lui, puis les releva vers Eliane. Leurs regards se croisèrent, et dans cet échange silencieux il y eut tout ce qu'ils ne se disaient jamais. La solitude partagée, la routine qui les maintenait en vie, l'absurdité de leurs tâches respectives. Eliane fut le premier à détourner les yeux. Il passa une main sur son visage buriné, comme pour chasser une pensée importune, puis demanda d'une voix rauque : « Tu as trouvé quelque chose d'intéressant ?» La question était banale, presque indifférente, mais Sora perçut l'effort qu'elle lui coûtait.
Elle regarda à nouveau le débris de métal, puis l'écran devant elle, où les caractères étrangers clignotaient faiblement. Elle hésita, comme si la réponse pouvait briser quelque chose entre eux. Puis, d'un geste presque imperceptible, elle effleura le fragment du bout des doigts, sentant sous sa peau les bords tranchants et la froideur du métal. Peut-être, murmura-t-elle. Sora prit le fragment de métal entre ses doigts, le tournant lentement pour en examiner face. La lumière jaunâtre des archives dansait sur sa surface, révélant des entailles à peine visibles, comme des cicatrices oubliées. Elle plissa les yeux, approchant le débris de son visage, jusqu'à ce que les symboles gravés deviennent nets. Son souffle se fit plus court. Ces marques lui étaient familières, ou du moins leur structure lui rappelait quelque chose. Elle reposa le fragment et se pencha vers l'écran, effleurant du doigt les glyphes qu'elle avait tenté de déchiffrer plus tôt. Oui, il y avait une ressemblance, une parenté dans la courbure des traits, dans la façon dont les lignes se rejoignaient pour motifs qui semblaient presque vivants. Pourtant, cette langue-là résistait. Elle n'appartenait à aucun des registres qu'elle avait étudiés, comme si elle avait été écrite par une main qui n'avait jamais appris à se faire comprendre. Ces symboles, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Eliane. Ils ressemblent à ceux des registres des Veitari, mais ce n'en est pas. C'est comme si quelqu'un avait essayé de parler leur langue sans en connaître la grammaire. Eliane s'approcha, son ombre s'étirant sur la table. Il posa une main colleuse à côté du fragment, sans le toucher, comme s'il craignait de le briser. Son regard passa du métal, puis à l'écran, où les caractères étrangers clignotaient toujours, indifférents à leur présence. « Tu veux dire que c'est une langue qui n'existe pas ?» demanda-t-il, sa voix rauque trahissant une pointe de scepticisme. « Non, pas une langue qui n'existe pas. Une langue qui n'existe plus. Ou peut-être qui n'a jamais existé pour personne d'autre que ceux qui l'ont écrite. » Elle soupira, se redressant légèrement. Ses doigts effleurèrent à nouveau le débris, comme pour en extraire une réponse. Eliane la regardait, les sourcils froncés, son chiffon grès serré dans sa main. Il y eut un silence, lourd de tout ce qu'il ne se disait pas. Puis Sora laissa échapper un peu rire, amer et sans joie. « À quoi bon, hein ?» murmura-t-elle. « Traduire des mots que plus personne ne lira. Des mots qui, peut-être, n'ont jamais été lus. » Eliane ne répondit pas tout de suite. Il fixait le fragment, comme s'il cherchait à y lire quelque chose, lui aussi. Puis il passa une main sur son visage, essuyant une poussière imaginaire. « Moi, je balais une poussière qui revient sans cesse, » dit-il enfin, d'une voix basse. « Chaque matin, je recommence, comme si ça changeait quelque chose. » Sora leva les yeux vers lui, surprise par cette confidence. Eliane évitait généralement de parler de lui, de ses gestes, de ce qui le faisait persister. Elle vit dans son regard une lassitude qu'elle ne lui connaissait pas, une fissure dans l'armure de sa routine. « Peut-être que ça change quelque chose, » murmura-t-elle. « Peut-être que si tu t'arrêtais, la station s'effondrerait. » Eliane émit un grognement, presque un rire, mais il n'y avait aucune joie dans ce son. Ou peut-être ne le remarquerait. Sora ne répondit pas. Elle savait qu'il avait raison, d'une certaine façon. Leur tâche était des rituels sans spectateur, des gestes adressés à un public qui n'existait plus. Pourtant, quelque chose en elle refusait d'accepter cette futilité. Elle se tourna vers un autre terminal, plus ancien encore, dont l'écran était zébré de lignes parasites. Elle effleura une touche, et une série de caractères apparut, clignotant comme un phare dans la nuit. « Regarde, » dit-elle en désignant l'écran. « Ça, c'est différent. » Eliane se pencha, les mains posées sur la table. Les symboles semblaient se répéter, comme une litanie mécanique,
Une séquence qui revenait sans cesse, immuable. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. « Je ne sais pas. Ça apparaît et disparaît depuis quelques jours, comme un écho. » Elle tapota l'écran, et les caractères se réorganisèrent brièvement, avant de revenir à leur forme initiale. Sora croisa les bras, réfléchissant à voix haute. Ça pourrait être un code de maintenance. Un message oublié, lié à un système qui fonctionne encore quelque part dans la station. Peut-être un relais ou une alarme. Eliane la regarda, et elle vit une lueur d'intérêt traverser son visage buriné. Mais cette lueur, presque aussitôt, remplacée par une expression plus sombre. Ou alors c'est juste un bug, dit-il. Un système qui tourne en boucle parce que personne n'est là pour l'éteindre. Peut-être, admit Sora. Mais si c'est un code, ça veut dire que quelque chose ici attend encore d'être activé, que la station n'est pas aussi morte qu'elle en a l'air. Eliane recula d'un pas, comme si ces mots l'avaient frappé. Son regard se voila, et Sora comprit qu'elle avait touché une corde sensible. Pour lui, la station est un lieu immuable, un décor figé dans le temps. L'idée qu'elle puisse encore cacher des secrets, des mouvements invisibles, le troublait profondément. Des secrets, murmura-t-il, comme si le mot lui-même était une menace. Quel secret ? Sora hésita. Elle savait qu'Eliane n'aimait pas les surprises, qu'il préférait le connu à l'inconnu, la routine à l'imprévu. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de poursuivre, comme si les mots lui échappaient malgré elle. Je ne sais pas. Mais si ce message est un code, alors il y a peut-être encore des systèmes actifs dans la station. Des zones que nous ne connaissons pas, ou que nous avons oubliées. Eliane serra les poings, son chiffon graisseux froissé entre ses doigts. Il fixa le terminal, puis Sora, comme s'il cherchait une réponse dans leurs yeux. Mais il ne dit rien. Le silence s'installa entre eux, lourd de tout ce qu'il ne pouvait pas exprimer. Puis, d'un geste brusque, Eliane se détourna, comme s'il voulait fuir cette conversation, fuir cette idée que la station puisse encore respirer, encore vivre. Sora le regarda s'éloigner de quelques pas, les épaules voûtées. Elle savait qu'elle l'avait ébranlé. Et peut-être, en y réfléchissant, qu'elle s'était ébranlée elle-même. Eliane resta immobile, les yeux fixés sur le terminal comme s'il pouvait, par la seule force de son regard, effacer les symboles qui y dansaient. Le silence entre eux s'étira, épais, chargé de tout ce qu'ils ne parvenaient pas à se dire. Puis, soudain, un grésillement rauque déchira l'air, faisant sursauter Sora. Les haut-parleurs dans les archives crachotèrent, et la voix de Lia Eitzel s'éleva, déformée parasite, comme si elle parlait à travers des couches de temps et de rouille. Aten, Tion. 6. Thème de ventilation. Secteur 4. En défaillance. Veuillez évacuer la zone. Les mots se perdirent dans un souffle statique, puis le silence revint, plus lourd qu'avant. Sora échangea un regard avec Eliane, mais aucun d'eux ne bougea. Ils savaient tous deux que le secteur 4 était condamné depuis des années, ses couloirs scellés par des portes verrouillées, ses systèmes réduits à l'état de squelettes métalliques. L'annonce n'est qu'un écho, un fantôme de protocole, une routine vidée de son sens. Pourtant, quelque chose dans cette voix synthétique, dans cette tentative désespérée de communiquer, semblait les narguer. Eliane serra les dents, son chiffon graisseux froissé dans son poing. Il fit un pas en arrière, comme pour se distancier de cette intrusion, mais Sora ne le suivit pas. Au lieu de cela, elle se tourna vers un autre terminal, plus ancien encore que les autres, dont l'écran était strié de lignes vertes et bleues, comme des cicatrices lumineuses. Elle effleura une touche, et l'écran s'anima d'une lueur tremblotante. Des caractères apparurent, mais cette fois, ce n'étaient pas ceux qu'elle avait l'habitude de voir.
Ces symboles-là étaient différents, plus anguleux, plus brutaux, comme gravés dans le métal, plutôt qu'écrits avec de l'encre. Ils semblaient vibrer sur l'écran, comme s'ils venaient à peine d'être tracés. Sora retint son souffle. Ses doigts se figèrent au-dessus du clavier, et elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ces symboles ne ressemblaient à rien de ce qu'elle avait étudié. Ils n'appartenaient à aucun des registres des espèces disparues, à aucune des langues mortes qu'elle avait passé sa vie à déchiffrer. Ils étaient nouveaux, ou du moins ils semblaient l'être. Elle se pencha davantage, les yeux plissés, comme si la proximité pouvait lui permettre de percer leur mystère. « Qu'est-ce que c'est » demanda Eliane, sa voix rauque brisant le silence. Sora ne répondit pas tout de suite. Elle tendit une main hésitante vers l'écran, effleurant du bout des doigts les caractères lumineux. Ils étaient froids, presque vivants, sous sa peau, comme si le terminal lui-même respirait encore. Elle sentit son cœur battre plus vite, une excitation mêlée de crainte, lui serrant la gorge. « Je ne sais pas » murmura-t-elle enfin, « mais ce n'est pas un vestige, pas comme les autres. » Elle désigna une série de chiffres et de symboles qui semblaient former une séquence cohérente, comme des coordonnées. Ils étaient accompagnés de glyphes qu'elle ne reconnaissait pas, mais dont la structure lui était étrangement familière, comme un visage entrevu dans une foule. « Regarde » dit-elle en pointant du doigt. « Ces chiffres, ce sont des coordonnées, et ces symboles, ils ressemblent à ceux du fragment que tu as apporté, mais ils sont plus complets, comme si quelqu'un avait essayé de les écrire correctement. » Eliane s'approcha à nouveau, son ombre s'étirant sur l'écran. Il observa les caractères, les sourcils froncés, comme s'il cherchait à y déceler une menace. Puis il secoua la tête, un geste presque imperceptible. « Ça pourrait être n'importe quoi » grogna-t-il. « Un bug, un message corrompu, une erreur de système. » « Non, insista Sora, sa voix tremblant légèrement. « Regarde la façon dont les symboles sont disposés. Ils ne sont pas aléatoires. Ils ont un sens, et ces coordonnées, elles pointent quelque part, peut-être vers un endroit de la station que nous ne connaissons pas. » Elle se tut, réalisant soudain ce que cela impliquait. Si ce message était récent, si quelqu'un ou quelque chose l'avait envoyé, alors la station n'était pas aussi morte qu'il le croyait. Il y avait encore des mouvements invisibles, des systèmes actifs, des secrets enfouis dans les profondeurs et de silence. Cette pensée la fit frissonner, non pas de peur, mais d'une excitation qu'elle n'avait plus ressentie depuis des années. Pourtant, une ombre de doute subsistait, et si ce n'était qu'une illusion de plus, un dernier souffle, avant l'extinction totale. Elle se tourna vers Eliane, cherchant dans son regard une réponse, une confirmation. Eliane fixait l'écran, les mâchoires serrées, comme s'il refusait d'accepter ce que ces symboles pouvaient signifier. Pour lui, la station était un lieu figé, un décor immuable, où chaque geste avait sa place, où chaque routine était une encre. L'idée que quelque chose puisse encore bouger, encore changer, le déstabilisait profondément. Sora reporta son attention sur le terminal, ses doigts effleurant à nouveau les touches. Les caractères clignotèrent comme s'ils répondaient à son contact. Elle sentit une étrange connexion, comme si ce symbole, ces mots inconnus, lui parlaient directement à elle seule. Elle retint son souffle, réalisant qu'elle peut-être entre ses mains la preuve que tout n'était pas perdu, que la station, malgré son apparence de ruine, respirait encore. Chapitre 3. Le prince de la rouille. Le rideau de câbles se balançait légèrement, comme agité par un souffle que Kaël ne sentait pas. Entre les fils dénudés et les gaines fissurées, une lueur dorée filtrait, tremblotante, attirant son regard. Il écarta les câbles d'une main prudente, ses doigts effleurant le métal froid.
et se faufila dans l'interstice. L'espace devant lui, plus vaste qu'il ne l'avait imaginé, un recoin inoublié du ventre, où la lumière des néons mourants ne parvenait plus qu'en éclats diffus. La lueur provenait d'un objet posé contre la paroi, comme abandonné là par une main invisible. Un miroir. Son cadre de chrome, terni par endroits, reflétait la pénombre en une tache pâle et mouvante. Kaël s'approcha, le cœur battant, sans savoir pourquoi. Il n'avait jamais vu de miroir aussi grand, aussi intact. Les quelques fragments qu'il avait jusqu'alors étaient ébréchés, couverts de poussière, ou si petits qu'ils ne reflétaient, ou une bouche déformée. Celui-ci, en revanche, semblait attendre, comme s'il savait que quelqu'un vient à elle. Il s'accroupit devant le miroir, posant son sac de toile à côté de lui. Son reflet lui renvoyait un visage qu'il reconnaissait à peine. Des joues sales, des cheveux ébouriffés, une combinaison trop grande dont les manches pendaient sur ses mains. Mais ce n'était pas seulement son visage qui apparaissait. Derrière lui, les parois de la station s'étiraient, couvertes de rouille, striées de traces sombres où l'humidité avait suinté avant de geler. Les plantes des jardins hydroponiques, autrefois vigoureuses, pendaient en lambeaux jaunâtres, leurs feuilles recroquevillées comme des dédoirs tritiques. Une console, à moitié arrachée du mur, laissait pendre des fils comme des entrailles métalliques. Kaël cligna des yeux, puis leva une main pour toucher la surface du miroir. Le froid du chrome lui picota les doigts. Son reflet fit de même, comme pour le narguer. Il recula légèrement, mais l'image resta là, immuable. Pour la première fois, il vit la station non pas comme un royaume infini, mais comme un lieu blessé, usé par le temps. Une ombre passa sur son visage, une ombre qu'il n'avait jamais connu le doute. Un bruit de pas le fit sursauter. Léger, presque imperceptible, mais présent. Il se retourna, cherchant d'où venait la menace. Les ombres entre les câbles semblaient s'animer, et il crut voir une silhouette se découper dans la pénombre. Une main émergea, effleurant les fils dénudés, et Sora apparut, son châle de soie synthétique, traînant derrière elle comme une traîne de brume. Elle s'arrêta en le voyant, ses yeux s'adaptant à la lumière tremblotante. Kaël se raidit, serrant instinctivement le miroir contre lui. Il ne la connaissait pas bien, seulement comme une silhouette lointaine, qui errait dans les couloirs supérieurs, une femme aux mains toujours occupée à caresser des écrans ou des livres. Elle ne parlait jamais fort, ne riait jamais, et pour lui, elle faisait partie de ces adultes qui vivaient dans un monde différent du sien, un monde de silence et de souvenirs. Sora ne dit rien tout de suite. Elle observa l'enfant, la façon dont il se tenait, protecteur, devant le miroir, comme s'il craignait qu'elle ne le lui vole. Puis son regard glissa vers les parois rouillées, les plantes mourantes, et elle comprit. Elle avait suivi ses traces dans la poussière, espérant trouver une réponse au message crypté des archives. Mais ce qu'elle découvrait ici était bien plus précieux. Un enfant confronté à la vérité de leur monde. « Tu as trouvé quelque chose de rare », murmura-t-elle enfin, sa voix douce comme un écho lointain. Kaël ne répondit pas. Il la fixait, méfiant, attendant qu'elle fasse un geste, qu'elle tende la main pour prendre ce qui ne lui appartenait pas. « Je m'appelle Sora », dit-elle en s'accroupissant lentement, comme pour ne pas l'effrayer. « Et toi, tu es Kaël, n'est-ce pas ?» Il hocha la tête, toujours silencieux. « Je cherchais. » « Quelque chose ?» avoua-t-elle en désignant les parois du ventre d'un geste vague. « Mais je ne m'attendais pas à te trouver ici, ni à trouver ça. » Elle tendit une main vers le miroir, mais sans le toucher. Kaël la regarda, puis baissa les yeux vers son reflet. La méfiance dans ses yeux commença à s'estomper, remplacée par une curiosité timide. « C'est à toi, » dit-il enfin, d'une voix plus ferme qu'il ne l'aurait cru. « Tu peux regarder. » Sora sourit,
un sourire triste et doux, et effleura le bord du miroir du bout des doigts. Le chrome était froid, presque vivant sous sa peau. Elle tourna légèrement l'objet, et son propre reflet apparut, superposé à celui de Kael. Deux visages dans un même cadre, deux âmes perdues dans la même station. Il est magnifique, murmura-t-elle. Dans un endroit comme celui-ci, c'est un trésor. Kael hocha la tête, soulagé qu'elle comprenne. Il se poussa légèrement pour lui laisser de la place, et Sora s'assit à côté de lui, leurs épaules se frôlant dans l'espace étroit. Elle observa son reflet, puis celui de l'enfant, et enfin les murs rouillés derrière eux. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentit pas seule. Sora tourna lentement le miroir entre ses mains, comme si elle craignait de le briser par sa seule attention. Le chrome, bien que terni par endroits, gardait une brillance que ni la poussière ni le temps n'avaient réussi à effacer entièrement. Elle passa un doigt le long du cadre, suivant une fine gravure, presque effacée, une spirale, peut-être, ou un symbole dont la signification s'était perdue avec ceux qui l'avaient tracé. Ses lèvres remuèrent imperceptiblement, comme si elle récitait une prière oubliée. « Tu vois ces marques ?» murmura-t-elle en désignant les gravures à Kael. Elles ressemblent à celles que l'on trouve sur les vieux vaisseaux. Pas ceux qui passent encore, non, ceux qui ont disparu, ceux dont on ne retrouve jamais les épaves. Kael se pencha, son souffle effleurant la surface froiroire. Il plissa les yeux, essayant de distinguer ce que Sora voyait. Pour lui, ce n'étaient que des traits, des lignes sans sens, mais la façon dont elle en parlait lui donnait l'impression qu'il recelait un secret. Un vaisseau, comme celui qui a bipé sur le quai. Sora secoua la tête, un sourire énigmatique aux lèvres. Non, ceux-là sont encore vivants. Je parle des vaisseaux fantômes, ceux qui errant dans le vide depuis si longtemps que leurs équipages ne sont plus que poussière. Parfois, on en retrouve des morceaux, des débris qui flottent près des stations abandonnées, comme si l'univers les avait oubliés, eux aussi. Kael frissonna. L'idée d'un vaisseau sans équipage, perdu dans l'immensité noire, lui semblait à la fois fascinante et terrifiante. Il imagina un navire silencieux, dérivant entre les étoiles, ses lumières éteintes, ses couloirs vides résonnant du seul écho des machines mourantes. Et ce miroir, il pourrait venir de là, peut-être, répondit Sora en caressant la surface réfléchissante. Ou peut-être vient-il d'une Ételgarde, était encore jeune. Une époque où les miroirs comme celui-ci étaient courants, où les gens se regardaient sans se soucier de la rouille ou de la poussière. Kael la regarda, perplexe. Mais la station a toujours été comme ça, non? Sora hésita. Ses doigts se crispèrent légèrement sur le cadre du miroir, comme si elle cherchait les mots justes. Elle jeta un coup d'œil autour d'eux, vers les parois rouillées, les câbles pendants, les plantes flétries. Puis elle se tourna vers Kael, son regard soudain plus intense. Non, pas toujours. Il fut un temps où Ételgarde était neuve, brillante, où les jardins hydroponiques étaient pleins de vie, où les enfants couraient dans les couloirs, sans craindre de tomber sur un mur effondré, où les gens parlaient, rayaient, vivaient. Kael écoutait, les yeux écarquillés. Il essaya d'imaginer la station telle que Sora la décrivait, mais les images se brouillaient dans son esprit, comme des reflets déformés par l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? Le grand détournement, murmura Sora. Les routes stellaires ont changé. Les vaisseaux ont cessé de venir. Peu à peu, les gens partis. Ceux qui sont restés ont appris à vivre avec le silence. Elle marqua une pause, puis ajouta plus bas. Et puis, il y a la légende de l'architecte disparu. Kael fit son cœur battre plus vite. Il connaissait ce nom, ou du moins, il croyait l'avoir entendu murmurer dans les couloirs sombres, comme une histoire que les adultes se racontaient quand ils pensaient que personne ne les écoutait. L'architecte.
Celui qui a construit la station, Sora hocha la tête. On dit qu'il a laissé quelque chose ici. Un secret. Une clé capable de rallumer les moteurs, de redonner vie à Aethelgard. Mais personne ne sait où il l'a cachée. Certains pensent qu'il a disparu avec elle. Kael regarda le miroir, puis les murs autour d'eux. Pour la première fois, il se demanda si la station était vraiment morte, ou si elle attendait simplement qu'on la réveille. Tu crois que ce miroir pourrait faire partie du secret? Sora sourit, mais son sourire était teinté de tristesse. Je ne sais pas. Mais c'est un objet précieux. Dans un endroit comme celui-ci, où tout se dégrade, trouver quelque chose d'aussi intact, c'est comme un signe. Comme si la station nous disait que tout n'est pas perdu. Kael serra le miroir contre sa poitrine, comme pour en absorber la force. Il voulait croire Sora. Il voulait croire que la station n'était pas une ruine, mais un géant endormi, attendant le bon moment pour se réveiller. Un bruit de pas les fit sursauter. Lent, mesuré, comme si quelqu'un marchait sans se presser, sans chercher à se cacher. Kael se retourna et vit Elan debout à l'entrée du ventre, ses yeux bleus d'Élavès fixés sur eux. Le vieil homme avait les mains enfoncées dans les poches de sa combinaison usée, et son visage buriné semblait sculpté dans la pénombre. Sora ne bougea pas, mais Kael sentit son corps se raidir à côté de lui. Eliane ne venait jamais dans le ventre. Personne ne venait ici, à part Kael. Pourtant il était là, comme s'il avait toujours su qu'il s'y trouverait. Eliane s'avança lentement, ses pas résonnant faiblement sur les grilles du sol. Il s'arrêta à quelques mètres d'eux, son regard passant la Sora, puis au miroir que l'enfant tenait toujours serré contre lui. Un sourire effleura ses lèvres, comme s'il se souvenait d'une époque où les miroirs étaient des objets banals, où les enfants couraient librement dans les jardins. « Je me souviens », murmura-t-il, sa voix rauque brisant le silence. Les jardins étaient pleins de fleurs, des vraies, pas ces choses pâles qui poussent maintenant. Les jardiniers couraient après les enfants qui arrachaient les feuilles pour en faire des couronnes. On riait. Kael, les yeux vers lui, surpris par la douceur de sa voix. Eliane n'était jamais doux. Il était dur, comme métal, comme la station elle-même. Mais là, dans la pénombre du ventre, il semblait différent, plus fragile. « Tu as trouvé quelque chose, petit ?» demanda Eliane en tendant une main vers le miroir. Kael hésita, puis tendit l'objet à Eliane, comme s'il lui offrait un trésor. Le vieil homme le prit avec précaution, ses doigts calleux effleurant la surface froide. Il le tourna lentement, observant reflet, puis les murs rouillés derrière lui. Son sourire s'effaça peu à peu, remplacé par une expression indéchiffrable. « C'est un beau miroir, dit-il enfin. Un des derniers, peut-être. » Kael sentit une boule se former dans sa gorge. Il ne voulait pas que Eliane soit triste. Il ne voulait pas que quiconque soit triste. Sora dit qu'il pourrait venir d'un vaisseau fantôme, murmura-t-il, comme pour chasser la mélancolie qui s'installait. Eliane leva les yeux vers Sora, son regard perçant comme s'il cherchait à lire en elle. « Ou d'une époque où les miroirs n'étaient pas des trésors, répondit-il. Une époque où ils étaient juste là. » Sora soutint son regard, sans ciller. Il y avait quelque chose entre eux, une compréhension tacite, comme s'ils partageaient un secret que Kael ne pouvait pas encore saisir. « Tu crois aux légendes, Eliane ?» demanda-t-elle doucement. Eliane ne répondit pas tout de suite. Il rendit le miroir à Kael, puis posa une main sur l'épaule de l'enfant. Son contact était chaud, rassurant, comme un ancrage dans un monde qui semblait se dérober sous leurs pieds. « Je crois que les légendes sont ce qui nous maintient en vie, » murmura-t-il enfin. Même quand tout le reste s'effondre. Sora tourna le miroir une dernière fois entre ses doigts, comme pour en graver l'éclat dans sa mémoire. Puis elle le rendit à Kael,
qui le serra contre sa poitrine avec une ferveur presque religieuse. Elle observa l'enfant un instant, son regard passant des murs rouillés à son visage encore marqué par l'émerveillement et la curiosité. Puis, douce mais ferme, elle proposa. « Veux-tu voir à quoi ressemblait Ethelgard avant Rouille, avant le silence, avant que tout ne devienne comme ça, Kael, les yeux vers elle, ses pupilles brillantes sous la lueur tremblotante des néons. Il n'avait jamais imaginé que la station avait pu être différente. Pour lui, elle avait toujours été ce de métal et de pénombre, ce royaume infini où chaque recoin recelait une surprise. L'idée qu'elle ait être autre chose le fascinait et l'effrayait à la fois. Comment c'était demanda-t-il, la voix tremblante d'excitation. Sora sourit, un sourire qui semblait porter le poids de souvenirs lointains. Il y avait des lumières partout. Pas ces néons mourants, non, des lumières vives, comme des étoiles tombées du ciel. Les couloirs étaient pleins de monde, de rires, de voix. Et les jardins, elle désigna d'un geste les plantes flétries autour d'eux, leurs feuilles jaunies pendantes, comme des lambeaux de tissu. Les jardins étaient verts, vraiment verts. Pas comme ces choses-là. Et ils sentaient bon. Pas l'odeur de rouille et d'ozone, mais celle de la terre, des fleurs, de la vie. Kael écoutait, les yeux écarquillés, comme si elle lui décrivait un rêve éveillé. Il essaya d'imaginer les couloirs grouillants de monde, les rires résonnants entre les parois de métal, les jardins luxuriants. Mais les images se brouillaient dans son esprit, comme des reflets déformés par l'eau. « Je peux te montrer, » dit Sora en se levant lentement. Dans les archives, il y a des images. Des vraies. Pas des histoires, pas des légendes. Des images de ce qu'était Ethelgard. Kael bondit sur ses pieds, le miroir toujours serré contre lui. Il jeta un coup d'œil autour de lui, comme s'il cherchait quelque chose. Puis son regard s'arrêta sur une fissure dans la paroi, à moitié dissimulée par un enchevêtrement de câbles. Sans un mot, il s'y dirigea et écarta les fils d'une main experte. Derrière eux se trouvait une niche étroite, à peine assez grande pour y glisser le miroir. Il y déposa l'objet avec précaution, comme s'il craignait de le briser, puis recula un pas pour s'assurer qu'il était bien caché. « Personne ne le trouvera ici, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Sora. Elle le regarda faire, un sourire tendre aux lèvres. Il y avait quelque chose de poignant dans ce geste, cette détermination à protéger un objet qui, pour lui, était devenu bien plus qu'un simple reflet. C'était un trésor, un lien avec un monde qu'il commençait tout juste à découvrir. « Tu as raison, dit-elle enfin. Personne ne le trouvera. Et quand nous reviendrons, il est toujours là, à t'attendre. » Kael hocha la tête, visiblement soulagé. Puis, sans prévenir, il attrapa la main de Sora et la tira vers la sortie du ventre. « Allons-y » s'exclama-t-il, son enthousiasme contagieux, faisant presque oublier la mélancolie des lieux. Sora se laissa entraîner, rayant doucement tandis qu'il se faufilait entre les câbles et les parois rouillées. Leurs pas résonnaient faiblement dans les couloirs déserts, comme un écho lointain de vie passée. Derrière eux, Eliane les observait, immobile. Ses yeux bleus délavés suivaient leur silhouette qui s'éloignait, et un sourire triste effleura ses lèvres. Il resta là, un long moment, les mains enfoncées dans les poches de sa combinaison, comme s'il cherchait quelque chose à quoi se raccrocher. Puis son regard se posa sur les jardins hydroponiques, sur ces plantes agonisantes qui semblaient lutter contre l'inévitable. Parmi les tiges desséchées, une unique fleur pâle s'accrochait encore, ses pétales fragiles tremblant sous le souffle des systèmes de ventilation. Eliane s'approcha lentement, comme s'il craignait de briser ce dernier vestige de beauté. Il s'accroupit et tendit une main hésitante vers la fleur. Rugueux et marqué par les années,
effleurèrent les pétales avec une douceur inattendue. Puis, d'un geste précis, il la cueillit, la tige se brisant, avec un craquement presque imperceptible. Il la porta à son visage, inhalant son parfum presque imperceptible, comme s'il cherchait à y retrouver l'odeur d'un monde disparu. Puis il la glissa dans sa poche, près de son cœur, comme un dernier hommage à ce qui avait été. Il resta un instant immobile, les yeux fermés, comme pour graver ce moment dans sa mémoire. Puis il se releva et se tourna vers le miroir caché dans la niche, son reflet se superposant aux ombres de la station. Dans ses yeux, une lueur étrange brillait, comme si, pour la première fois depuis longtemps, il entrevoyait une lueur d'espoir au milieu des ruines. Chapitre 4. L'escale du fantôme. Le sas du vagabond s'ouvrit dans un sifflement de vapeur surchauffée, déchirant le silence doux comme une lame rouillée traversant du papier. Une silhouette trapue en émergea, engoncée dans une combinaison de vol maculée de traces de graisse et de suie. L'homme grogna quelque chose dans une langue gutturale, les mots s'entrechoquant comme des outils mal rangés dans une caisse. Il frappa du poing le panneau de contrôle du sas, qui émit un grésillement de protestation, avant de s'éteindre dans un dernier de lumière bleutée. Ses bottes martelèrent le sol métallique avec une impatience brutale, soulevant des nuages de poussière qui dansèrent un instant dans la lueur blafarde des néons avant de retomber. Las. Sora, qui s'était avancé aux côtés d'Eliane et de Kael, plissa les yeux. Les intonations du pilote lui étaient familières, comme un écho lointain d'une mélodie entendue dans l'enfance. Elle reconnut les structures d'un dialecte mercantile, celui qu'on parlait encore sur les routes commerciales il y a un demi-siècle. Mais les mots étaient déformés, teintés d'expressions nouvelles, de tournures qui lui échappaient. L'homme parlait comme si le langage lui-même avait évolué sans elle, comme si les mots qu'elle connaissait métamorphosaient en quelque chose d'étrange pendant qu'elle avait le dos tourné. Elle sentit une boule se former dans sa gorge, une sensation de vertige, face à l'abîme qui s'ouvrait entre ce qu'elle avait été et ce qu'elle était devenue. Vous avez un atelier de maintenance opérationnelle, aboya le pilote en se tournant vers Eliane, sans même un regard pour les autres. Ses yeux, petits et vifs, sous des sourcils broussailleux, balayèrent le quai avec un dédain à peine voilé. Il désigna d'un geste impatient l'arrière de son vaisseau, où une lueur orangée filtrait à travers une trappe entr'ouverte. Le propulseur latéral gauche fumait encore, exhalant une odeur âcre de métal surchauffé et d'isolant carbonisé. J'ai un contrat à honorer, et ce tas de rouille ne va pas se réparer tout seul. Alors maniez-vous, vieux. Eliane serra les poings, ses doigts calleux se crispant autour du manche de son balai. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots lui échappèrent, étouffés par l'indignation. Le pilote ne lui laissa pas le temps de réagir. Il se tourna vers Sora, comme s'il avait soudain remarqué sa présence, et lui lança une phrase dans ce dialecte mercantile déformé. Sora hésita, puis répondit lentement, cherchant ces mots comme on cherche des pièces de monnaie tombées dans une fissure. Le pilote éclata d'un rire sec, sans joie, et lui répondit par une tirade rapide, ponctuée de gestes exaspérés. Sora pâlit. Elle comprit qu'il se moquait d'elle, de son accent, de son vocabulaire désuet. Elle sentit le rouge lui monter aux joues, mais se força à garder son calme, traduisant pour Eliane d'une voix tremblante. Il dit que la station est dans un état pitoyable, que les systèmes de médecine de maintenance sont archaïques, qu'il n'a pas de temps à perdre avec des reliques. Eliane serra les dents. Ses yeux bleus, d'ordinaire si calmes, s'assombrirent comme un ciel avant l'orage. Il fit un pas en avant, mais Kael, qui observait la scène avec des yeux écarquillés, le devança. Le garçon s'approcha du pilote
les poches sa combinaison trop grande gonflée, par les trésors qu'il y avait glissés. Il en sortit un à un les objets qu'il avait collectionnés au fil de ses explorations. Un boulon cuivré, une vis à la tête striée de motifs géométriques, un éclat de verre poli par le temps, et enfin, l'écrou doré qu'il avait trouvé dans le ventre, celui qu'il considérait comme son bien le plus précieux. Il les déposa aux pieds du pilote, les alignant avec soin sur le sol métallique, comme s'il présentait une offrande à un dieu capricieux. « Regardez, murmura-t-elle, la voix vibrante d'espoir. Ce sont mes trésors. Celui-là, c'est le plus beau. Il brille, vous voyez. » Le pilote baissa les yeux vers les objets, un sourcil levé. Il les examina d'un air comme on feuillette un catalogue sans intérêt. Puis son regard s'arrêta sur l'écrou doré. Il éclata de rire, un rire gras et moqueur qui résonna dans le quai comme un coup de marteau. Kael recula d'un pas, les yeux brillants de larmes contenues. Le pilote se pencha et ramassa l'écrou, le faisant tourner entre ses doigts, avant de le lancer négligemment en l'air et de le rattraper. « Un écrou, gamin. Tu appelles ça un trésor ?» ricana-t-il. « Tu devrais voir ce qu'on trouve dans les vraies stations. Des trucs qui servent à quelque chose. » Il fouilla dans la poche de sa combinaison et en sortit un petit objet métallique, brillant sous la lumière des néons. C'était un drone de maintenance, pas plus grand que la paume de sa main, aux formes arrondies et lisses. Ses yeux clignotèrent faiblement, comme s'il se réveillait d'un long sommeil. Le pilote le lança à Kael, qui le rattrapa maladroitement, les mains tremblantes. « Tiens, gamin. Un vrai jouet. Celui-là au moins, il fait quelque chose. » Kael hissa le drone contre sa poitrine, les yeux carquis. L'objet émit un petit bourdonnement, et ses yeux s'allumèrent d'une lueur bleutée. Le garçon tourna et retourna le drone entre ses doigts, émerveillé par sa légèreté, par la douceur de ses courbes. Il n'avait jamais vu de pareil. Les machines de la station étaient lourdes, rouillées, bruyantes. Celle-ci était vivante. Il leva les yeux vers le pilote, un sourire radieux illuminant son visage pâle. « Merci, merci, monsieur. » Eliane observait la scène, les bras croisés, le visage fermé. Une colère sourde grondait en lui, mêlée à une tristesse qu'il refusait de nommer. Il voyait dans les yeux de Kael une fascination qui le blessait, comme si le garçon venait de réaliser, en un instant, tout ce qu'il n'avait jamais eu, et pire encore, tout ce qu'il ne pourrait jamais lui offrir. Il fit un pas en avant, posant une main sur l'épaule de Kael. Le garçon ne sembla pas le remarquer, trop absorbé par son nouveau trésor. Sora, quant à elle, tenta de ramener la conversation sur un terrain plus sérieux. Elle s'adressa de nouveau au pilote, choisissant ses mots avec soin, espérant glaner des informations sur l'état du reste de l'univers. Elle lui demanda s'il venait de loin, s'il avait croisé d'autres stations sur sa route, s'il savait ce qu'étaient devenues les anciennes routes commerciales. Le pilote lui répondit avec une indifférence polie, comme on répond à un enfant qui pose des questions naïves. Il mentionna des noms de systèmes stellaires que Sora ne reconnut pas, des conflits lointains, des alliances éphémères. Il parla de nouvelles routes hyperspatiales qui contournaient désormais les zones abandonnées, comme si Æthelgard et ses semblables n'avaient jamais existé. Sora sentit son estomac se nouer. Elle insista, posant des questions plus précises, mais le pilote éluda, prétextant son manque de temps. Il jeta un coup d'œil à son chronomètre, un appareil sophistiqué qui clignotait, et grogna quelque chose à propos de son contrat. « Écoutez, ma petite dame, » dit-il enfin en se tournant vers elle, avec une pointe d'impatience dans la voix. « Je ne suis pas un historien. Je fais des livraisons, je répare des vaisseaux, et je me tire. Ce qui se passe ici, ça ne me regarde pas. Et franchement, ça ne devrait pas vous regarder non plus.
Vous feriez mieux de monter à bord un cargo et de quitter cette épave avant qu'elle ne vous enterre avec elle. Sora ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots moururent sur ses lèvres. Elle sentit le poids des regards d'Eliane et de Kael sur elle, comme si elle était soudain devenue le centre de leur univers rétréci. Le pilote, ignorant son silence, se tourna de nouveau vers Eliane, lui lançant un ordre sec dans sa langue gutturale. Eliane hésita, puis hocha la tête, les épaules voûtées. Il savait qu'il n'avait pas le choix. Il posa son balai contre le mur, essuyant ses mains sur son chiffon graisseux, avant de suivre le pilote vers l'atelier de maintenance, laissant Sora et Kael seuls sur le quai. Eliane emboîta le pas au pilote, ses bottes usées raclant le sol métallique, avec une lenteur qui contrastait violemment avec l'empressement de l'étranger. Chaque pas lui coûtait, comme s'il marchait contre un courant invisible. Mais il serrait les dents et avançait, guidant l'homme vers les entrailles de la station. Les couloirs, qu'il connaissait par cœur, lui semblaient soudain étrangers, comme s'il les découvrait pour la première fois à travers le regard méprisant du pilote. Les parois, striées de rouille et de traces de doigts oubliés, semblaient se refermer sur eux, étouffantes. Les néons clignotaient par intermittence, projetant des ombres mouvantes, qui dansaient sur les murs comme des spectres moqueurs. Eliane et le pilote disparurent dans les entrailles de la station, laissant derrière eux un silence troublé par le bourdonnement lointain des systèmes défaillants. Sora resta un instant immobile, les bras croisés, comme si elle cherchait à se protéger du froid qui s'insinuait sous sa peau. Puis elle se tourna vers Kael, qui serrait toujours le drone contre sa poitrine, les yeux brillants d'une excitation mêlée d'incompréhension. Elle s'accroupit devant lui, posant une main sur son épaule, et lui demanda doucement ce qu'il pensait de tout cela. Kael hésita, puis murmura que le pilote était bruyant, mais qu'il avait l'air important. Sora sourit tristement, caressant du bout des doigts les cheveux ébouriffés de l'enfant. Elle lui expliqua que le monde extérieur était vaste, bien plus vaste qu'à Etelgard, et que les gens qui y vivaient ne comprenaient pas toujours ceux qui étaient restés en arrière. Kael écouta, les sourcils froncés, comme s'il essayait de saisir une vérité trop grande pour lui. Puis il se dégagea doucement et se dirigea vers le sas du vagabond, dont la trappe était restée entr'ouverte. Sora le suivit, le cœur battant, sentant que quelque chose d'irréversible était sur le point de se produire. Le vaisseau était un dédale de couloirs étroits et de salles encombrées, où chaque surface semblait vibrer d'une énergie contenue. Des écrans clignotaient ici, affichant des schémas techniques ou des cartes stellaires que Kael templa avec fascination. Sora, quant à elle, se dirigea vers le cockpit, attirée par la lueur bleutée d'un terminal encore actif. Elle s'assit dans le fauteuil du pilote, effleurant les touches du clavier avec une révérence presque religieuse. Les nouvelles du monde extérieur défilèrent sous ses yeux, des titres en caractères gras qui parlaient de guerres lointaines, de découvertes scientifiques et de nouvelles routes hyperspatiales qui ne passeraient plus jamais par Etelgard. Elle sentit son souffle se bloquer dans sa gorge en lisant une annonce en particulier. Une liste de stations abandonnées, parmi lesquelles figurait le nom d'Aethelgard, suivi d'un simple mot. Oublié. Elle ferma les yeux un instant, pour chasser la douleur qui lui serrait la poitrine, puis copia les données sur un petit disque dur qu'elle glissa dans sa poche. Elle s'éleva lentement, les jambes tremblantes, et retourna vers Kael, qui explorait une petite salle adjacente au cockpit. L'enfant avait trouvé un objet étrange, une sorte de chatte mécanique, aux yeux clignotants, qui ronronnait faiblement sous ses caresses. Kael leva les yeux vers Sora, un sourire timide aux lèvres, et lui demanda si elle pensait que le pilote accepterait de lui donner cet objet aussi. Sora ne répondit pas tout de suite.
Elle s'approcha de l'enfant et lui prit la main, le guidant doucement vers la sortie du vaisseau. Elle sentait le poids des nouvelles qu'elle venait de découvrir, comme une pierre dans sa poche, mais elle ne voulait l'innocence de Kael, pas encore. De retour sur le quai, ils trouvèrent Eliane et le pilote en train de discuter près de l'atelier de maintenance. Le propulseur du vagabond fumait encore légèrement, mais il semblait opérationnel. Le pilote, satisfait, tendit à Eliane un petit boîtier métallique, un outil de diagnostic qu'il avait sorti de sa combinaison. Eliane le prit avec hésitation, les doigts tremblants, comme s'il craignait que l'objet ne se désintègre entre ses mains. Le pilote le un regard indifférent, puis se tourna vers son vaisseau, prêt à repartir. C'est alors que Kael s'avança, les yeux brillants d'espoir. Il serra le drone contre lui, puis leva les yeux vers le pilote, sa voix tremblant légèrement. « Monsieur, est-ce que je peux venir avec vous ?» Le pilote s'arrêta net, comme s'il venait de marcher, une plaque de métal rouillé. Il se tourna lentement vers l'enfant, un sourcil levé, et avec une expression indéchiffrable. Kael continua, les mots se bousculant dans sa bouche. « Je peux vous montrer mes trésors. Je peux apprendre à piloter comme vous. Je ne veux pas rester ici. Pas tout le temps. » Un silence lourd s'installa, brisé seulement par le grésillement lointain d'un haut-parleur défectueux. Le pilote regarda Kael, puis Eliane, puis Sora, comme s'il cherchait une réponse sur leur visage. Finalement, il haussa les épaules, un geste qui semblait dire « pourquoi pas ». Mais avant qu'il ne puisse répondre, Eliane fit un pas en avant, posant une main ferme sur l'épaule de Kael. L'enfant se tourna vers lui surpris, et Eliane le regarda droit dans les yeux, sa voix rauque mais ferme. « Il appartient à la station. » Sora traduisit rapidement, ces mots s'enchaînant avec une précision mécanique. Le pilote écouta, puis éclata d'un bref, presque moqueur. Il haussa de nouveau les épaules, comme toute cette scène l'ennuyait profondément, et se dirigea vers son vaisseau sans un mot de plus. Le sas se referma dans un sifflement de vapeur, et le vagabond s'anima soudain, ses lumières clignotantes et illuminant le quai d'une lueur fantomatique. Kael resta immobile, les yeux fixés sur le vaisseau, le drone serré contre sa poitrine. Il ne dit rien, mais une larme coula sur sa joue, traçant un sillon pâle dans la poussière qui recouvrait son visage. Le vagabond se détacha lentement du quai, ses propulseurs émettant un grondement sourd qui fit vibrer le sol sous leurs pieds. Puis il accéléra, devenant une simple lueur dans l'obscurité, avant de disparaître tout à fait, avalé par le vide infini. Le silence qui retomba sur le quai 12 était plus lourd qu'avant, comme si l'absence de bruit était devenue palpable, comme si le vide lui-même avait pris une consistance tangible. Eliane resta immobile, les yeux fixés sur l'endroit où le vaisseau avait disparu. Puis il se baissa lentement, ramassant son balai abandonné contre le mur. Il l'essuya distraitement avec son chiffon graisseux, comme s'il cherchait à enlever une tache invisible, avant de se remettre à balayer d'un geste mécanique, presque automatique. Mais cette fois, ses mouvements étaient plus lents, plus lourds, comme s'il portait le poids de tout ce qu'il venait de vivre. Sora s'approcha de lui, posant une main sur son bras. Eliane ne la regarda pas. Il s'arrêta un instant, le balai suspendu au-dessus du sol. Elle lui murmura quelque chose, une phrase dans une langue qu'il ne comprenait pas. Mais le ton était doux, réconfortant. Puis elle se tourna vers Kael, qui n'avait pas bougé, et lui tendit la main. L'enfant hésita, puis la prit, serrant toujours le drone contre lui. Ils restèrent un moment, tous les trois dans le silence, comme s'ils attendaient que quelque chose se produise. Puis, soudain, un bruit métallique résonna dans les profondeurs du quai 12, un son étouffé, lointain, comme si quelque chose venait de tomber. Eliane se figea, son chiffon à la main,
les yeux levés vers les ombres qui dansaient sur les parois de métal. Sora et Kael échangèrent un regard, puis se tournèrent vers lui, attendant une réaction. Mais Eliane ne dit rien. Il se contenta de respirer profondément, puis se remit à balayer, comme si ce bruit n'était qu'un écho de plus dans le silence éternel d'Etelgard. Chapitre 5. Le crépuscule des veilleurs. La flamme de la lampe à huile dansait sur les parois du ventre, projetant des ombres mouvantes qui semblaient respirer avec le souffle lent de la station. Ilian posa ses outils avec un claquement sec, le métal heurtant le métal dans un écho qui se perdit dans les profondeurs des conduits d'aération. Ses doigts, habituellement si sûrs, tremblaient légèrement en essuyant la graisse sur son chiffon usé. Il leva les yeux vers les néons éteints, ses yeux morts de la station, et sentit une lassitude lui peser sur les épaules comme une plaque de plomb. Il n'y avait plus rien à réparer. Pas cette fois. Pas cette panne-là. Les circuits étaient froids, les relais grillés, et les réserves trop faibles pour alimenter autre chose que les systèmes vitaux, ces mêmes systèmes qui gémissaient comme des vieillards, enrhumés depuis des décennies. Il inspira profondément, l'air chargé d'ozone et de poussière, et se redressa avec un grognement. Ses articulations protestèrent, mais il ignora la douleur. Il n'avait plus le choix, il fallait accepter. Eliane plia son chiffon avec une précision exagérée, comme si ce geste pouvait encore donner un sens à l'ordre des choses. La flamme de la lampe à huile vacilla, projetant une lueur tremblante sur les parois du ventre, où les racines des plantes hydroponiques pendaient, pâles et sans vie. Sora est toujours assise devant le terminal, ses doigts effleurant l'écran avec une lenteur presque religieuse, tandis que Kael, serrant le drone contre sa poitrine, fixait les ombres qui dansaient sur les murs. Un silence épais s'était installé, seulement troublé par le grésillement lointain de Lia Ethel, qui répétait son message de bienvenue comme une prière oubliée. Puis, soudain, un bruit métallique résonna dans les profondeurs de la station, un claquement sec suivi d'un écho sourd, comme si quelque chose de lourd venait de tomber dans les entrailles d'Etelgard. Eliane leva la tête, les sourcils froncés. Ses yeux, d'un bleu délavé, se plissèrent tandis qu'il tendait l'oreille. Le bruit se répéta, plus distinct que cette fois, un grincement suivi d'un raclement, comme si une plaque de métal frottait contre une autre. Il se tourna vers Sora, qui avait cessé de toucher le terminal et le regardait avec une expression interrogative. Kael, les yeux brillants d'excitation, s'éleva d'un bond, le drone toujours serré contre lui. « C'est peut-être un vaisseau », s'exclama-t-il, sa voix résonnant dans le silence. Eliane secoua la tête, mais son cœur battait plus vite. Non, c'est quelque chose d'autre. Quelque chose. À l'intérieur. Sans un mot de plus, il se dirigea vers l'entrée du ventre, ses pas lourds résonnant sur le sol métallique. Sora et Kael lui emboîtèrent le pas. La lampe à huile, proches ombres déformées sur les murs rouillés. Ils traversèrent le secteur central, où l'obscurité était presque totale, seulement troublée par les lueurs bleutées des écrans mourants. Les bruits métalliques se firent plus à mesure qu'ils avançaient, comme si la station elle-même leur répondait. Eliane s'arrêta devant une porte scellée, marquée d'un symbole qu'il n'avait pas vu depuis des décennies. Un cercle traversé par 3 lignes, le sceau des ingénieurs d'Etelgard. La porte était entr'ouverte, comme si quelqu'un ou quelque chose l'avait forcée. Kael se faufila le premier, se glissant dans l'entrebâillement avec l'agilité d'un chat. Eliane le suivit, la main serrée sur la lampe, tandis que fermait la marche, ses doigts effleurant les parois comme pour en capter les secrets. Ils débouchèrent dans un couloir étroit où l'air était plus froid, chargé d'une odeur de métal oxydé et de poussière ancienne. Les bruits métalliques provenaient d'une trappe au sol, à moitié dissimulée sous des câbles emmêlés.
Une plaque de métal rouillé en bloquait l'accès, mais elle était fissurée en son centre, comme si quelque chose avait tenté de la forcer depuis l'intérieur. Eliane s'agenouilla, posant la lampe à côté de lui, et examina la plaque. Ses doigts, malgré leur tremblement, trouvèrent une prise, et il tira de toutes ses forces. La plaque céda dans un grincement strident, révélant un escalier en colimaçon qui s'enfonçait dans les ténèbres. Kael, sans hésiter, commença à descendre, mais Eliane le retint par l'épaule. « Tens » murmura-t-il, sa voix rauque résonnant dans le puits étroit. Il tendit la lampe devant lui, éclairant les marches couvertes de poussière. On ne sait pas ce qu'il y a là-dessous. Sora s'approcha, ses yeux scrutant l'obscurité. « C'est le niveau 4, dit-elle doucement, comme si elle par lieu sacré. La carte du terminal en faisait mention. Une zone condamnée après l'évacuation. Eliane hocha la tête, le visage grave. Alors c'est là que nous devons aller. Ils descendirent prudemment, l'escalier grinçant sous leur poids. L'air devenait plus lourd, chargé d'une humidité étrange, comme si la station respirait encore dans ses profondeurs oubliées. Au bas des marches, une salle circulaire s'ouvrit devant eux, éclairée par une lueur verdâtre qui émanait des consoles anciennes alignées le long des murs. Les écrans, couverts de poussière, affichaient des symboles clignotants, incompréhensibles pour Eliane et Kael, mais Sora s'en approcha avec un souffle coupé. C'est du Veitari ancien, ses doigts effleurant les touches d'une console. Une langue morte, ou presque. Au centre de la salle, un hologramme défectueux projetait l'image floue d'un homme en combinaison d'ingénieur. Son visage était à moitié effacé, comme rongé par le temps, mais ses mouvements étaient étrangement familiers. Il répétait sans cesse les mêmes mots, dans une langue que Sora reconnut aussitôt. Elle traduisit à voix basse, les yeux écarquillés. « Si quelqu'un entend ce message, la station n'est pas morte. Elle attend. Elle attend celui qui comprendra. » Eliane, les mains serrées en poing, fixait l'hologramme avec une intensité douloureuse. « C'est lui, » murmura-t-il, la voix brisée, « l'ingénieur en chef, celui qui a supervisé l'évacuation. » Kael, fasciné, s'approcha de l'hologramme, tendant la main comme pour toucher l'image. « Il est encore là ?» demanda-t-il, les yeux brillants. Eliane ne répondit pas tout de suite. Il se tourna vers une console voisine, où une inscription était gravée dans le métal. Des symboles anguleux, presque effacés. Sora s'agenouilla à côté de lui, déchiffrant les mots à voix haute. Seul celui qui compte poussière peut réveiller l'éther. Elle leva les yeux vers Eliane, le visage pâle. C'est une référence à l'architecte disparu. Une légende, ou peut-être plus que cela. Eliane posa une main sur la console, les doigts tremblants. Il ferma les yeux, comme s'il cherchait à se souvenir. Il disait toujours que la station était plus qu'un simple assemblage de métal. Qu'elle avait une âme qui attendait son heure. Il rouvrit les yeux, fixant l'hologramme avec une expression mêlant colère et émerveillement. Il savait que ce n'était pas fini, et il a laissé ce message pour nous. Ainsi, on s'installa dans la salle, seulement troublé par le bourdonnement des consoles et le souffle léger de Kael, qui observa adultes avec une curiosité teintée inquiétude. Sora se dressa, ses doigts effleurant les symboles gravés. Le message parle d'une clé, d'un code, quelque chose qui nous permettrait d'accéder au noyau de la station. Elle se tourna vers Eliane, les yeux brillants d'une lueur nouvelle. Peut-être que papa perdu. Peut-être qu'il reste encore une chance. Eliane ne répondit pas. Il regardait l'hologramme. Son visage buriné, marqué par une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis des décennies. La station n'est pas morte. Pas encore. Et quelque part, ses entrailles, un secret attendait d'être réveillé. La salle circulaire du niveau 4
s'effaça derrière eux comme un rêve au réveil. L'escalier. L'escalier en colimaçon les ramena vers la lumière vacillante, où la lampe à huile semblait avoir rapétissé, sa flamme désormais minuscule face à l'obscurité grandissante. Eliane referma la trappe avec un claquement sourd, comme pour sceller les secrets qu'il venait de découvrir. La plaque de métal rouillé retrouva sa place, dissimulant à nouveau l'accès, au niveau 4, sous un enchevêtrement de câbles morts. Personne ne parla pendant la remontée. Les mots semblaient superflus, engloutis par le poids des révélations et l'écho de leurs pas sur les marches métalliques. De retour dans le ventre, l'air leur parut plus lourd, chargé d'une odeur de rouille et de terre stérile. Les racines des plantes hydroponiques pendaient toujours inertes, comme des doigts desséchés cherchant en vain une prise. Sora s'assit devant le terminal, ses doigts effleurant l'écran avec une lenteur calculée. Les symboles Veitharis clignotaient encore, comme une invitation muette. Kael, lui, s'était accroupi près du drone, ses petites mains caressant la surface lisse de l'appareil comme s'il pouvait, par la seule force de sa volonté, le faire revivre. Eliane resta debout, les bras croisés, observant tour à tour Sora et l'enfant. La flamme de la lampe à huile dansait sur son visage buriné, creusant des ombres sous ses pommettes saillantes. Ce fut Sora qui rompit le silence, sa voix douce mais ferme, comme si elle craignait de briser quelque chose en parlant trop fort. Nous ne pouvons pas ignorer ce que nous avons vu. Ses yeux, habituellement perdus dans le lointain, étaient fixés sur Eliane avec une intensité nouvelle. L'hologramme, l'inscription, tout cela pointe vers le noyau de la station. Si l'architecte a laissé un message, c'est qu'il y a quelque chose à sauver, ou du moins à comprendre. Elle marqua une pause, ses doigts se crispant légèrement sur le bord du terminal. Peut-être que les archives contiennent des indices, des schémas, des codes d'accès, quelque chose qui nous permettrait d'avancer. Eliane ne répondit pas tout de suite. Il se tourna vers le hublot, où les étoiles filtraient à travers les rayures de la vitre, froide et indifférente. Et si nous ne devions rien comprendre? Sa voix était rauque, comme si les mots lui écorchaient la gorge. Et si tout cela n'était qu'un piège? Une dernière cruauté de cette station pour nous donner de l'espoir avant la fin. Il serra les poings, les jointures blanchissant sous la peau parcheminée. Nous ne savons même pas ce que nous cherchons. Un noyau? Une âme? Il se retourna brusquement, son regard bleu délavé se posant sur Sora avec une lueur presque accusatrice. L'ingénieur en chef, il a supervisé l'évacuation. Il savait que la station était condamnée. Et pourtant, il a laissé ce message. Pour nous, pour des gens qui ne sont même pas nés quand il a disparu. Kael leva les yeux vers Eliane, ses sourcils froncés, trahissant une appréhension mêlée d'inquiétude. Mais, si on peut la réveiller, sa voix était petite, comme s'il craignait de briser un objet fragile en parlant trop fort. La station, je veux dire. Si on peut la faire revivre. Il serra le drone contre sa poitrine, ses doigts s'enfonçant dans le métal froid. Le pilote a dit qu'il y avait d'autres stations, d'autres gens. Peut-être que si on la réveille, ils reviendront. Eliane ferma les yeux, comme frappé par une douleur soudaine. Quand il les rouvrit, son expression s'est adoucie, mais une tristesse profonde y persistait. Kael, il s'agenouilla devant l'enfant, posant une main sur son épaule. Les gens ne reviennent pas, pas comme ça. Et même s'ils revenaient, il hésita, cherchant ses mots. Même s'ils revenaient, ce ne serait plus la même chose. La station est morte, mon garçon. Pas d'un coup, mais petit à petit. Comme tout le reste. Il se releva lentement, les articulations craquant sous l'effort. Parfois, il vaut mieux laisser les morts reposer en paix. Sora s'élève à son tour, ses châles de soie synthétique bruissant doucement. Et si ce n'est pas la mort? Elle s'approcha d'Eliane, son regard cherchant le sien. Et si c'est une renaissance? Ses doigts vers le terminal.
où les symboles Vaesaris continuaient de clignoter. L'inscription disait « Seul celui qui comprend la poussière peut réveiller l'éther. Peut-être que la poussière, c'est nous. Peut-être que l'éther, c'est ce qui reste de la station. Et peut-être. » Elle baissa la voix, comme si elle craignait d'être entendue par des oreilles invisibles. Peut-être que nous avons encore un rôle à jouer. Un silence s'installa, seulement troublé par le grésillement lointain de Lia Ethel, qui répétait sage de bienvenue comme une litanie oubliée. Elialiarda, Sora, puis Kael, et enfin la flamme de la lampe à huile, qui vacillait comme si elle aussi hésitait. Il sentit le poids des années sur ses épaules, mais aussi une étrange légèreté, comme si une partie de lui veut de se détacher. « Je ne sais pas, » murmura-t-il enfin. « Je ne sais plus. » Il se tourna vers les archives, où les rayonnages métalliques disparaissaient dans l'ombre. Si nous devons chercher des réponses, c'est là qu'elles seront. Mais pas ce soir. Il jeta un dernier regard vers la trappe dissimulée sous les câbles. Demain nous déciderons. Kael ouvrit la bouche pour protester, mais Sora posa une main sur son bras, un geste à la fois tendre et ferme. « Eliane a raison, » dit-elle doucement. « Nous avons besoin de temps. Pour réfléchir. Pour accepter. » Elle se tourna vers le terminal, où les symboles Vaesaris clignotaient toujours, comme une horloge comptant les secondes d'un temps qui n'existait plus. Mais demain, nous devrons choisir. Soit nous tournons le dos à tout cela, soit nous plongeons dans l'inconnu. Eliane hocha la tête, les yeux rivés sur la flamme de la lampe. Et si nous choisissons mal? Sora ne répondit pas. Elle se contenta de regarder les ombres danser sur les parois du ventre, comme si elle portait en elle la réponse. Kael, lui, serra le drone plus fort, ses yeux brillant d'une détermination farouche. « Moi, je veux savoir, » murmura-t-il. « Je veux savoir ce qu'il y a dans le noyau. » Personne ne lui répondit. Mais dans le silence qui suivit, chacun d'eux sentit quelque chose avait changé, que le temps des choix, inévitablement, était venu.